Cette année est une année exceptionnelle. L'enjeu des élections européennes est fondamental et primordial. Donc c'était le moment ou jamais que la Maison de l'Europe puisse informer les auditeurs, les spectateurs, les participants, les locaux de comment fonctionne l'Union européenne. Invité à Radio Mont-Blanc, on parle de l'Union européenne ce matin avec Henri-Georges Brun. C'est le président de la Maison de l'Europe des Savoies. Oui, Lucas, car d'ici 48 heures, un peu plus, nous serons appelés aux urnes pour exprimer nos votes par la voie du suffrage universel direct. Vote pour choisir qui est le mieux placé pour nous représenter à Strasbourg où siègent les députés européens. Ce matin, c'est l'occasion de parler de politique, mais non pas de politique justement, de dépoussiérer plutôt et démystifier ce qu'est l'Union européenne, le rôle qu'elle joue ou pas aussi dans notre quotidien. Bonjour Henri-Georges Brun. Bonjour. Vous êtes donc avec nous en direct ce matin sur Radio Mont-Blanc. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la Maison de l'Europe des Savoies ? Alors, la Maison de l'Europe d'Albertville, je rectifie un peu, et de la Savoie, ce qui ne nous empêche pas effectivement d'aller en Haute-Savoie quand on nous appelle. Avec grand plaisir, nous y répondons. Néanmoins, la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie, c'est donc une association loi 1901. Nous sommes tous des bénévoles. Elle existe depuis 1991, donc ça commence à faire un bon bail. Elle fait partie de 39 maisons de l'Europe en France, affiliées à la Fédération française des maisons de l'Europe. Le but d'une Maison de l'Europe, tout du moins nos statuts à nous, Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie, c'est développer la citoyenneté européenne et informer de ce qu'est l'Union européenne. Alors on va y revenir sur ce qu'est la citoyenneté européenne, mais avant, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer quelle impulsion plus précisément elle est née ? Pourquoi toutes ces maisons un peu partout en France pour parler de citoyenneté européenne ? Elles sont issues du mouvement européen, donc un grand mouvement notamment européen et national bien entendu, et ils sont un peu disséminés un peu dans toute la France. La nôtre a été créée donc il y a un peu plus de 30 ans, 32 ans, par un proviseur, Georges Roche, qui était proviseur du lycée, un professeur d'allemand, Georges Bernard Granger, un autre professeur d'allemand, Jean-Claude Guénaud, et nous étions en 91 à la veille des Jeux Olympiques d'Albertville. Donc on se devait de trouver le moyen d'avoir une Maison de l'Europe dans le département de la Savoie. À l'époque, il y avait une Maison de l'Europe nommée dans chaque département, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant, il peut y en avoir plusieurs. Et donc on avait vraiment envie d'avoir une Maison de l'Europe à la veille des Jeux Olympiques. Et puis, c'était aussi un moyen pour les enseignants, puisque c'était leur vocation, de parler d'Europe et de faire participer leurs écoliers, leurs lycéens, leurs étudiants à l'avenir de l'Europe. Et vous, ça fait 17 ans que vous êtes donc à la tête de cette Maison de l'Europe. Quelles actions exactement vous avez pu mener au cours de ces 17 ans et quelles actions elles mènent encore aujourd'hui ? Eh bien, encore une fois, développer la citoyenneté et informer par des conférences. On organise beaucoup de conférences. Bon, là, on vient d'organiser 25 conférences depuis la fin du mois de janvier. Cette année est une année exceptionnelle. L'enjeu des élections européennes est fondamental et primordial. Donc, c'était le moment ou jamais que la Maison de l'Europe puisse informer les auditeurs, les spectateurs, les participants, les locaux de comment fonctionne l'Union européenne. Et surtout, notre but, parce qu'on pourrait élargir sur les actions de la Maison de l'Europe, mais actuellement, le but, c'est de faire comprendre aux électeurs qui vont être convoqués bientôt, dimanche, tout du moins pour la France, pour les autres, c'est déjà depuis le 6 juin en Europe, leur faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un député européen et quelle est sa fonction au sein des institutions européennes. Et donc vous simplifiez justement tout ce fonctionnement de l'Union européenne. Avant ça, la citoyenneté européenne. De quoi on parle exactement ? C'est très flou, je pense, pour beaucoup de monde, moi y compris. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté ? Ce sont bien entendu les gens de l'Antiquité, donc les Grecs, les Latins, donc polis pour les Grecs, civitas pour les Latins. Qu'est-ce que ça veut dire la cité ? C'est une organisation d'un groupe de personnes qui ont des idées mais qui veulent se structurer et s'organiser et faire fonctionner la cité. Avoir le droit de citer. Ça veut dire faire partie de la cité. Qu'est-ce que c'est que la cité ? C'est une administration, c'est un regroupement. Nous faisons partie, nous, en tant que Français, nous sommes citoyens français. Puisqu'il y a une administration, un président, un gouvernement, nous sommes citoyens français. Nous sommes citoyens de la ville où nous habitons, nous sommes citoyens d'un lycée, d'une cité, quelle qu'elle soit, une cité scolaire, etc. Donc nous sommes citoyens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes citoyens français, nous sommes citoyens hauts-savoyards, etc. Mais nous sommes aussi citoyens européens. Qui est-ce qui
détermine que nous sommes citoyens européens. C'est le chef d'État. C'est l'État. L'État détermine, à partir du moment où il fait partie des 27 États qui composent l'Union européenne, eh bien, les citoyens français sont de toute façon, de facto, citoyens européens. Alors, ce n'est pas des citoyens d'addition, ce sont des citoyens des citoyennetés, de superposition. Nous sommes citoyens européens, mais français aussi. Moi, je suis très patriote. J'adore mon pays. On parle en ce moment du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Je connais parfaitement la Normandie, mes parents étaient normands. Je suis citoyen, je suis patriote, citoyen européen et patriote français, et citoyen français, bien entendu, et savoyard. Et dans quel ordre ça se fait? Alors, est-ce qu'on est d'abord citoyen français, puis ensuite citoyen européen, ou est-ce qu'on est d'abord citoyen européen, et puis ensuite citoyen français, par rapport à son fonctionnement? Là, je parle bien. Pour moi, c'est un tout. On est tout dans tout. Il y a des citoyens européens, ils ne savent pas qu'ils sont citoyens européens, parce qu'il y a beaucoup qui s'en fichent un peu de l'Europe. Ils sont avant tout citoyens de leur ville. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont citoyens de quelque chose. C'est-à-dire d'avoir une appartenance. Oui, peut-être à un groupe simplement, mais pas forcément, oui effectivement. À une administration, non, ils ne sont pas toujours conscients. Après, c'est un choix aussi d'une certaine manière. C'est choisir de vouloir voter, justement, de vouloir faire partie du système, d'y contribuer, de mettre sa petite pierre à l'édifice. Le premier devoir du citoyen est le premier droit du citoyen est le droit de vote et d'être élu. Et en Europe, on va voter dimanche. On a le droit de voter pour des députés européens, mais aussi on a le droit, si on se présente comme député européen, d'être élu européen. On a le droit aussi de se présenter dans une ville, même si c'est pas une ville où on habite autre que notre pays d'origine, mais comme nous sommes citoyens européens, nous pouvons être élus au conseil d'administration, au conseil municipal de la ville où nous habitons. Concernant la citoyenneté européenne, j'ai une objection, Henri-Georges Brun. Peut-être aussi que on ne sait pas trop, on ne se sent pas forcément citoyen européen parce que on ne se sent pas relié à ça. C'est très abstrait en fait. Concrètement, dans notre quotidien, comment est-ce que ça se manifeste cette citoyenneté européenne? Alors oui, aller voter, bien sûr, mais en dehors de ça, en fait, peut-être pendant ces 5 années où on ne vote pas, on a l'impression qu'on n'est plus citoyen européen, qu'on l'est une fois tous les 5 ans. Sauf ceux qui ont besoin de fonds européens. Il y a beaucoup de citoyens français, donc européens, qui demandent de l'aide européenne pour dans les fonds FEDER, FSE, FEADER, etc. Les agriculteurs, par exemple, qui ont besoin d'aide, font appel aux fonds européens. En ce qui concerne les citoyens lambda, c'est inconscient, un peu, la citoyenneté européenne. Mais comme le smartphone, les jeunes, par exemple, sont nés avec le smartphone. Bon, ils s'en servent, mais ils ne sont pas conscients que ça n'existait pas auparavant. Donc la citoyenneté européenne, c'est un petit peu la même chose. On est en Europe, on ne s'en aperçoit pas forcément, mais on y est bien en Europe. Si, on s'en aperçoit avec l'euro, parce qu'on paye partout dans tous les pays avec la même monnaie. Si, on s'en aperçoit quand on va dans un pays d'à côté, il n'y a pas besoin de montrer son passeport à la frontière. Ça, c'est important. Et en fait, on en prend conscience. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On vous retrouve dans un instant, Henri-Georges Brun. Et puis, on va parler plus concrètement de la place de l'Union européenne dans nos deux Savoies. L'invité domicile de la rédaction, c'est Henri-Georges Brun. On parle de ces élections de l'Union européenne et de l'impact que cela peut avoir chez nous, en Savoie et en Haute-Savoie. Oui, Henri-Georges Brun, président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie. On parlait donc des compétences de l'Union européenne. Plus concrètement, ici, chez nous, dans nos deux Savoies, quelle forme elles prennent ici, ces compétences? Comment elles s'invitent chez nous, l'Union européenne? Ce qui est visible pour ceux, tout du moins, qui s'y intéressent et le demandent, les demandes, ce sont les fonds européens. Bon, il y a une diversité considérable de fonds européens. Les plus connus, FSE, Fonds social européen, FEDER, c'est Fonds d'investissement régional, FEADER, agricole. Ces fonds aident les collectivités, bien entendu, territoriales, mais aussi les individus, les entreprises, les agriculteurs, les villes, etc., qui demandent de l'aide européenne. Alors cette aide européenne, cette redistribution de fonds européens est assurée par la région. À savoir que une collectivité territoriale ou une entreprise ou un individu doivent demander des fonds européens à la région. C'est elle qui est compétente. Ça veut dire qu'elle est invisibilisée, cette aide, mais elle est bien là. Ça passe par la région, mais ça vient parfois de l'Union européenne. Il y a différents secteurs en particulier qui sont plus aidés par l'Union européenne que d'autres. Il y a le secteur agricole, il y en a d'autres. Il y a le tourisme, c'est ça ? Tous les secteurs.
Tous les secteurs sont aidés par les fonds européens. Et vous avez aussi des structures internationales européennes, je veux dire, comme la SFERA, par exemple, c'est la stratégie de l'Union européenne pour le développement des régions alpines. Vous avez donc différentes organisations. Alcotra, par exemple, qui est une organisation entre 5 départements français, dont la Haute-Savoie et la Savoie, avec les équivalents transalpines, donc la Lombardie, la Ligurie, Turin, Aoste, etc., qui font des programmes sociaux la plupart du temps pour faciliter la mobilité des personnes handicapées, pour les liens entre les citoyens, pour faciliter la citoyenneté. Donc ça, c'est des organisations extrêmement importantes dont on ne parle malheureusement pas suffisamment. Et ce que je reproche, c'est qu'en France, surtout en France, on ne voit pas par des panonceaux, des écriteaux, qu'il y a des financements par les fonds européens. Et vous aimeriez que ce soit plus visibilisé, qu'on mette plus en avant son rôle, c'est bien ça? C'est beaucoup plus visible en Espagne qu'en France. On voit souvent un panneau réalisation fonds européens, telle ou telle chose. Et par exemple, ici en France, dans notre Deux-Savoie, quel panneau on pourrait mettre pour quel projet? Vous avez là une idée tout de suite? Bon, il y en a un très beau à Albertville, puisque je suis d'Albertville, très beau, très grand, qui est sur la chaufferie bois. Donc la chaufferie bois d'Albertville a été installée il n'y a pas longtemps, quelques années, et il y a effectivement une participation des fonds européens. Néanmoins, on va visiter par exemple la maison des Charmettes à Chambéry, le musée égyptien de Turin, qui est magnifique d'ailleurs au passage, le filon de Saint-Georges-d'Urtière, il y a des audio guides, très très bien faits, c'est magnifique. C'est financé par Alcotra, donc l'Union européenne. Oui, l'Union européenne, à travers Alcotra. Interreg, ça s'appelle le fonds européen. Interreg, qui finance Alcotra. Nulle part, vous ne voyez financement fonds européen. Nulle part. On m'a expliqué un jour dans un des musées qu'on avait mis des coques pour protéger les chutes des audioguides et que ça avait recouvert le post-it, l'autocollant de l'Union européenne. Bon, c'est dommage. Parce donc il y aurait un travail à faire sur ça. Il y a un gros travail de à mettre faire. En avant, mettre en avant les réalisations européennes sur le plan local. Et là, les gens peuvent visualiser d'une manière beaucoup plus efficace. Et il y a un projet aussi qui est financé par l'Union européenne, c'est le projet de la ligne ferroviaire Lyon-Turin, justement. Ça aussi, c'est un projet porté par l'Union européenne. C'est vrai que c'est pharaonique. Le chantier est gigantesque. Effectivement, l'investissement est énorme. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est pas Lyon-Turin. À mon avis, il ne faut pas limiter à Lyon-Turin. C'est Europe. C'est une vaste communication, une grande dont on s'apercevra de l'importance une fois qu'elle sera en place, notamment pour le ferroutage des camions, pour éviter la circulation trop dense des camions dans les 2 tunnels que sont Fréjus et Mont-Blanc. Et ça, je crois qu'on s'en apercevra une fois que ce sera en fonction. Il faut dire que le Lyon-Turin, c'est toute l'Europe. Ça converge vers Lyon, mais ça viendra de toute l'Europe, et Turin, ça viendra de toute l'Italie vers l'Europe. Donc c'est un moyen de communication qui paraît pharaonique et très cher, effectivement. Il y a beaucoup d'opposants, c'est vrai, mais on verra ça une fois que ce sera terminé, qu'on en avait besoin, je pense. On parlait de la méconnaissance justement des citoyens par rapport à l'Union européenne. Il y a aussi la défiance vis-à-vis de l'Union européenne, notamment pour ce projet Lyon-Turin. Il y a aussi eu le rôle des agriculteurs au sein de l'agriculture qui a été très décrié. Elle a aussi ses limites, l'Union européenne. Vous en pensez quoi ? Oui, elle a ses limites. Il est certain qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont été votées, qui ont été présentées par la Commission européenne, votées par le Conseil européen, adoptées par les députés européens et les ministres. Et ça, il faut qu'on en parle du rôle des députés européens, parce qu'on vote pour eux. Donc, il faut savoir que la Commission n'applique pas une directive européenne qui n'aura pas été votée par les députés européens et les ministres des 27 États. Vous voulez dire qu'ils jouent un rôle fondamental, ces députés-là, en votant, ils donnent un petit peu la ligne de route finalement de l'Union européenne. Alors, ils ont 3 pouvoirs. Ils ont 3 pouvoirs essentiels. C'est des gens pour qui on va voter dimanche. Il faut savoir à quoi ils servent. Ils ont un pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'ils votent les lois européennes et le budget.
pas oublier. Ils ont un pouvoir de contrôle. Donc nos fonds ensuite, ce qui va nous revenir en fonds ici en France et dans le reste de l'Union européenne. Ne serait-ce que le Next Generation EU, les fameux 800 milliards, qui ont été votés après le Covid, puisque l'Union européenne était au point de vue économique dans une situation dramatique. Donc les fameux 800 milliards d'euros ont été votés. Ils ont donné leur avis. C'est un petit peu différent qu'une directive européenne. On explique ça à nos citoyens quand on les rencontre. Il fallait qu'ils donnent leur avis s'ils étaient pour ou contre les 800 milliards aux ministres, puisque c'est le Conseil européen qui a eu l'idée, la Commission européenne qui a rédigé le projet, les députés et les ministres ont voté et les députés ont donné leur avis pour ou contre. Ils se sont d'ailleurs fait tirer l'œil pendant plusieurs mois. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient être d'accord pour l'application des 800 milliards d'euros empruntés par l'Union européenne et redistribués aux États, à condition qu'il y ait un respect de l'état de droit. Tant qu'ils n'ont pas eu de garantie qu'il n'y ait pas de respect d'état de droit, ils n'ont pas donné leur avis. Ça a duré 1 an, pratiquement. Donc entre l'idée et l'application, avant d'arriver aux États, les 800 milliards d'euros, ça a duré 1 an. Parce que les députés ont dit oui, mais... Oui, donc ils ont quand même un certain pouvoir. Et le troisième pouvoir, donc on vient d'en parler, mais le préciser, pouvoir législatif. Donc pouvoir de contrôle, dont j'ai oublié, pouvoir de contrôle, ils peuvent révoquer, retoquer la nomination des conseillers, des commissaires européens, voire même ne pas être d'accord avec la nomination de la présidente ou du président du Conseil européen, de la Commission européenne. Oui, garantissant une certaine pluralité et liberté au sein de l'espace. 3 pouvoirs essentiels que les gens ne savent pas. Alors, vous venez de rappeler justement le rôle que jouent ces députés européens pour qui on va voter dimanche. Dans 2 jours, justement, vote qui donc a généré de nombreux débats dans l'espace public entre les candidats autour de l'Union européenne, des débats qu'on a vus très polarisés, voire même bipolaires. Est-ce que d'après vous, ces débats, ils servent ou desservent l'image de l'Union européenne auprès des Français ? Bon, les débats, à mon avis, ne servent pas, parce que c'est souvent une foire d'empoigne. Les gens ne se laissent pas parler, ils se parlent les uns sur les autres. On perd moi, j'ai suivi quelques débats, je me suis arrêté avant la fin. Parce même que vous Ah oui. Parce spécialiste de l'Union européenne. Oui, c'est insupportable. C'est tout à fait insupportable. Je ne suis pas convaincu qu'ils servent l'Union européenne. Parce qu'il y a des conceptions trop opposées qui se confrontent, c'est ça le... On est dans le débat purement politicienne. Il y a peut-être un débat à élever, savoir qu'est-ce que fait l'Union européenne et à quoi elle sert. Alors que là, on est dans un débat d'étiquette politique. C'est à celui qui parle le plus et qui a la plus grande gueule qui gagnera. J'avoue que je m'y perds un petit peu dans ce genre de débat. Et vous pensez que ça ne permet pas de clarifier justement le rôle des députés européens, ces débats sans fin ? Non, parce qu'ils imposent l'étiquette politique. Ça ne clarifie pas le rôle du député. Je suis désolé, mais d'après tout ce que j'entends... les maisons de l'Europe sont peut-être les plus aptes à parler du rôle d'un député européen. Est-ce que vous pensez que ça contribue aussi à démobiliser les gens pour aller aux urnes ? Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas me mettre à la place des gens, je ne sais pas. Autre point, justement, une dernière question avant de conclure cette interview. Une chose pour vous à retenir sur l'Union européenne qui est primordiale, d'après vous, une seule ? L'unité, unie dans la diversité. C'est la devise. C'est important dans ces temps de guerre et de troubles dans le monde. Démocratie, citoyenneté européenne, à mon avis, c'est la meilleure arme que l'on puisse opposer à la dictature. C'est symbolique, mais je pense que ça signifie aussi beaucoup de choses. Et des mots très forts, sachant qu'on a célébré hier le 80e anniversaire du débarquement, de la libération de la France. Il ne faut pas oublier qu'elle a été sous occupation. On a connu des temps difficiles. On pourrait en reconnaître d'autres, d'où l'important de rester vigilant, justement, grâce justement à tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Henri-Georges Brun. Je rappelle que vous êtes président de la Maison de l'Europe des Savoies. Nous parlions justement de l'importance de l'Union européenne et de son rôle aujourd'hui actuellement dans nos 2 Savoies.